Vous le savez, si vous suivez la chaîne, Ludus Magnus fait partie de mes éditeurs préférés et ils m'ont encore une fois fait l'honneur de m'envoyer le prototype de leur nouveau jeu qui est actuellement en campagne et qui est déjà financé sans aucune surprise depuis le premier jour. Il s'agit de Blasphemous. Avant de se lancer, je fais une petite mise au point. Ce que vous allez voir ici est une preview plus qu'une review, puisque comme je vous l'avais dit, dans ma dernière vidéo, j'étais absent quasiment tout le mois de février, et j'ai donc assez peu d'heures de Blasphemous au compteur. Vous aurez donc droit surtout à des premières impressions, à des décryptages, des analyses mécaniques, certainement pas à une recommandation d'achat, ce que de toute façon j'essaye au maximum de ne pas faire. En parallèle, ce partenariat n'est pas rémunéré, mais de toute façon on n'a jamais eu de problème de censure avec Ludus Magnus. Dans tous les cas, vous n'aurez pas droit à un pamphlet publicitaire, mais bel et bien tout de même un avis sur le jeu avec du pour et, comme d'habitude sur ma chaîne, du contre. Enfin, sans remettre le sujet encore une fois sur la table, je vous rappelle que Ludus Magnus a financé pas mal de projets ces derniers mois, ces dernières années, qu'il a donc plusieurs jeux en cours de production en attente. Ça doit toujours alimenter votre réflexion, votre décision de backer ou pas, puisque évidemment ça pourra rallonger les délais de livraison sur le jeu dont on va parler aujourd'hui. Blasphemous, le jeu vidéo, c'est un titre édité par Team 17, ceux-là même qui sont derrière la saga Worms, et développé par The Game Kitchen. C'est sorti en 2019 sur à peu près toutes les plateformes, et ça vous propose d'incarner un pénitent, seul survivant de sa confrérie, aux prises avec l'horrible malédiction tombée sur Custodia. Custodia, c'est sa terre natale. Parfois qualifié de Dark Souls en 2D, Blasphemous marie l'exploration et les défis d'un Metroidvania avec une difficulté redoutable du fait de son système de platforming millimétré, du design des ennemis, chacun peut être mortel et chacun aura un pattern qu'il faudra apprendre, et de ses morts punitives, puisque chaque échec affaiblit votre personnage et vous oblige à retourner à l'endroit de votre mort. Bref, c'est le genre de jeu vidéo bien trop dur pour moi, même si j'ai tenté, j'ai passé des dizaines d'heures, et même si sa suite, Blasphemous 2, sorti en 2023, revendiquait d'être un petit peu plus accessible. Ce qui me marque dans ce genre d'univers, ce qui m'attire et ce qui me repousse à la fois, paradoxalement, c'est que comme dans un Diablo, dans un Elden Ring ou un Dark Souls, tout le monde est malheureux sans exception. C'est des mondes où tout le monde a une vie misérable, ou bien, au pire, est rongé par le vice, et c'est particulièrement exacerbé dans Blasphemous, puisque ça s'applique aussi à votre héros, qui est pétri de culpabilité et d'attrition, dans un univers qui apparaît comme une version cauchemardesque de la religion catholique. C'est donc au tour de Ludus Magnus d'adapter sa licence vidéoludique populaire, et on peut commencer par ce qui saute tout de suite aux yeux quand on déballe la boîte, c'est-à-dire le soin apporté au matériel et au design. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'éditeur, et l'idée c'était de refléter tout le grandiloquent, tout le grotesque, mais aussi toute la superbe de cette saga. Vous allez voir, les figurines comme les illustrations sont absolument sublimes et le détail est poussé jusqu'aux livrets de règles qui sont très bien décorés. Tant qu'on y est, on peut rester 2 minutes sur ce, ou plutôt sur ces livrets de règles, puisque Ludus Magnus a décidé encore une fois de scinder ses explications en deux. Bon, les livrets sont derrière moi, je vous les montrerai tout à l'heure. On en a un grand qui reprend le détail du matériel, l'explication du setup et puis une espèce d'aperçu des phases de jeu. Et à côté un plus petit qui cette fois s'appelle le bréviaire et qui va vraiment détailler chaque mot-clé, donner les règles concrètes du combat, de chaque action, etc. Pour moi l'idée elle est toujours mauvaise. La séparation je la trouve d'ailleurs un petit peu arbitraire. Finalement dans le grand livret on a à peu près 2 pages de règles sur 20 ou 30. Et puis le reste, ça va se trouver dans le petit livret. Donc, on a besoin en permanence de jongler pour comprendre le jeu au départ, pour le découvrir. Et ça va aussi être le cas de manière plus marginale durant les premières parties, au moment où on s'approprie finalement toutes ces règles. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut expliquer des règles à son groupe, le but d'un jeu, les stratégies possibles, le endgame en fait, si à chaque déclencheur ou chaque événement, on va dire à ses joueurs, écoute, tu verras bien quand ça arrivera, et puis on ouvrira le livret pour voir. Étonnamment, mais en même temps, bon, je sais pas trop à quoi je m'attendais, Blasphemous, c'est un jeu compétitif. Donc chacun va incarner son pénitent, il existera plusieurs versions de chaque pénitent, et ces pénitents devront accomplir un grand objectif, une grande quête, ou bien vaincre un Némésis avant les autres. C'est la seule condition de victoire, c'est-à-dire soit vous êtes le premier à atteindre le grand objectif de la mission et vous remportez la partie, soit c'est quelqu'un d'autre, soit éventuellement même le jeu peut gagner si vous mettez trop de temps à accomplir votre mission.
Nous sommes en présence d'un jeu narratif mais en one-shot, c'est-à-dire que les parties n'ont aucun lien scénaristique les unes avec les autres, ce qui va être une excellente nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Si vous suivez la chaîne, vous savez à quel point je suis épuisé de ces jeux à campagne, que je ne trouve ni la régularité de suivre, ni le temps avec mon groupe de finir. Allez, sans plus attendre, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'on a sur la table, à commencer par les plateaux joueurs, donc les plateaux pénitents, vous incarnez un pénitent. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits cubes, pas mal de stats, on va pas aller dans tout dans le détail. Sachez qu'il y a la ferveur qui va servir à payer les pouvoirs et qui va souvent se gagner en combattant. Vous avez les blessures ici, donc en quelque sorte les points de vie. Vous avez des larmes qui la plupart du temps vont servir à acheter des cartes. Ici on a la destinée qui va influer littéralement sur les histoires que vous allez vivre au sein des mondes. Il y a ici la douleur qui en gros sert à compter le nombre de fois où vous avez raté des jets pour compenser un petit peu votre malchance. Et enfin les murmures qui ont l'air d'être propres à chaque scénario. Dans mon scénario, ça servait littéralement à débloquer le boss final, donc à débloquer la fin possible en tout cas de l'histoire du pèlerinage qui était en cours. Il est sympa de voir que pour chacun des pénitents qui sont des cartes, vous aurez plusieurs versions et qu'il ne s'agira pas simplement d'en choisir une au début de la partie, mais vous pourrez en changer moyennant certaines actions pendant la partie, puisque les stats vont changer, les pouvoirs aussi peuvent changer. Donc ça donne un petit peu de variété, et ça rappelle, on y reviendra tout à l'heure, le Varietas Renaissance et ses embranchements aussi évolutifs pour chacun des personnages. Au milieu en grand, on a évidemment la carte de la région, la carte du Custodia. Vous le voyez, c'est du vu du dessus, c'est du trait macro avec uniquement des régions qui sont symbolisées par une petite illustration et un numéro. On n'ira pas plus loin dans le détail. C'est un des aspects qui, alors je creuserai pas forcément dans cette vidéo, mais moi qui me rappelait Etherfields, c'est-à-dire que ce soit ici ou sur l'arène sur laquelle on vient tout à l'heure, on a quelque chose de très générique dans lequel on va projeter des histoires, dans lequel on va projeter des monstres, dans lequel on va projeter son imagination, mais tout est très symbolique, on va dire. On a donc, pour chaque région un numéro et des chemins qui vont les relier les unes aux autres. Et ces régions, je ne sais pas si ce sera toujours le cas ou si c'était propre à mon pèlerinage, elles vont pour certaines être liées à des livres d'histoire particuliers. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez dans la région 12, vous pourrez vivre des histoires un petit peu spéciales. Et puis dans le reste du cas, vous aurez un livret qui est ici qui contient des histoires plus génériques. On conserve donc le gigantisme qu'on trouvait par exemple dans Requiem et de manière générale le gigantisme de Ludus Magnus, mais plutôt bien organisé finalement avec un plateau qui va contenir à peu près tout le matériel du jeu en dehors des plateaux joueurs et puis toute une zone au-dessus, on va en parler, qui sert à contenir les quêtes et qui est plutôt bien pensée. Vous l'avez certainement vu à côté des plateaux pénitents, on a un espace qui est réservé aux cartes vestiges qui sont quasiment le seul moyen de faire évoluer, de faire progresser votre personnage. Ces cartes vestiges, on les retrouve ici sur la piste monstre. Alors la piste monstre, peut-être qu'elle vous évoque un autre jeu Ludus Magnus, je ne vais pas spoiler ma conclusion tout de suite. En tout cas, la plupart de ces monstres seront tirés aléatoirement. Ils disposent tous d'une récompense, d'un loot quand vous les battez. Et vous tirez aussi aléatoirement des cartes vestiges qui iront en dessous et qui seront un loot supplémentaire quand vous battrez ce fameux monstre. Donc s'il y a une carte qui m'intéresse particulièrement pour améliorer mon personnage, il faudra que j'aille chercher le monstre en particulier. Sauf si un autre joueur va le vaincre avant, cette carte donc il va la remporter puisqu'il aura vaincu le monstre. Le reste va glisser, on en tirera une nouvelle. Ce qui fait que si on veut le meilleur loot, il faut aussi être opportuniste et bien se placer sur le plateau pour être là au bon moment, vaincre le bon monstre et récupérer la bonne carte. Sur la gauche ici, vous avez une arène. Alors ça, c'est absolument génial parce qu'en fait, ça fait partie de l'insert. Si j'enlève ce petit bout de plateau, là, ce plateau décoratif, on peut même enlever ça aussi, qui sont des espèces de panorama. On a un bout du rangement de la boîte qui, j'imagine, sera la boîte de base. Et quand vous mettez ça par-dessus, peu importe le côté, vous avez à la fois donc l'arène dans laquelle vous allez affronter les boss, les plus gros adversaires, et puis des rangements pour les cartes qui sont dédiées à cette arène. Ça c'est bien pensé parce que ça permet de faire une économie de place en mettant du matériel dedans quand c'est rangé. Et puis c'est quand même assez joli. Ça permet, encore une fois je renvoie à Etherfields, de s'extraire un petit peu du monde général pour se projeter dans une bataille. On est un petit peu plus micro ici. Et ça va surtout intervenir, en tout cas dans mon scénario, en fin de partie. Donc pour l'instant, on n'en évoque pas plus. Et enfin, si je veux faire vraiment le tour du matériel, je ne peux pas ne pas parler du gimmick, de l'idée de ce jeu par Ludus Magnus. Le gimmick cette fois, c'est avec des dés personnalisables. Donc des dés comme ça, au feeling un petit peu space, parce qu'en fait ils sont en plastique et ils font un bruit, je mets près de mon micro, un bruit qui est peut-être pas incroyable, mais chacune des faces va pouvoir s'enlever. Plus ou moins pratiquement, puisque là on est sur du prototype, vous voyez. Et ces faces-là vont pouvoir changer. Il y a des cartes vestiges comme celle-ci là qui vont vous permettre de changer une face de l'un de vos dés. Et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos chances d'obtenir certains résultats en combat, sachant que chaque monstre va avoir un petit peu ses faces, ses forces et ses faiblesses qu'il faudra compenser, qu'il faudra surmonter avec ces dés.
On va maintenant se pencher d'un petit peu plus près sur un scénario, sur le déroulement d'un pèlerinage, comment on peut le gagner, quelles sont les différentes étapes. Gardez bien à l'esprit que mon prototype ne proposait qu'un seul scénario et que donc je n'ai aucune idée si tout ce qu'il compose va être commun à tous les scénarios du jeu ou s'ils sont tous très très différents. Prenez donc ce que je vais vous affirmer comme des vérités ici avec des pincettes, ce sera vrai pour le scénario en question, je ne sais pas si ce sera vrai pour les autres. La première étape de votre aventure, ce sera donc, vous l'avez compris, de choisir votre aventure, votre pèlerinage. C'est un petit peu comme dans Nova Aetas, des paquets de grandes cartes, sauf que, je vous le rappelle, on n'est pas ici sur un jeu à campagne, donc vous pouvez choisir absolument n'importe quel scénario, n'importe quel boss dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de lien scénaristique entre les aventures que vous allez vivre à chaque fois que vous allez ouvrir la boîte. La mise en place, elle ressemble beaucoup à Nova Aetas Renaissance, avec donc des cartes de mise en place, des cartes de setup qui vous donnent pas mal de paramètres, quelles sont les figurines, les cartes qu'on va sortir de la boîte, qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on met de côté, avec quoi on commence. Normalement, si vous avez déjà joué à un ou deux jeux Ludus Magnus dans votre vie, jusque-là, vous ne serez pas débordé. La mise en place n'est pas excessivement longue, tout est plutôt bien trié, et puis ça se fait à coup de d'autres cartes, de d'autres cartes spécifiques à la campagne ou au personnage, donc ça va relativement vite. En l'occurrence, je peux vous en donner un exemple tout de suite. Ici, on a le paquet qui est lié vraiment au pèlerinage. Donc, c'est dans ce paquet que vous allez retrouver les cartes setup et puis ensuite des cartes éventuellement aléatoires ou moins aléatoires qui détermineront des événements narratifs globaux pour tout le monde. Vous avez en dessous les cartes quêtes personnelles qui, elles, de toute façon, sont aléatoires et ne sont pas liées à un scénario et que vous pourrez récupérer d'une certaine manière pour éviter d'avoir à faire la course avec les autres sur des quêtes publiques qui sont souvent assez disputées. Et puis sur le haut, vous avez donc là-bas le tas de quêtes publiques qui éventuellement viendront se rajouter ou remplacer celles qui sont existantes. Ici, vous voyez que chaque quête, ou en tout cas la plupart des quêtes, va être identifiée avec un jeton de couleur qu'on va retrouver sur les marqueurs là où la quête est à accomplir. Et puis ici, on va avoir un tas de cartes, ou en tout cas au moins une carte qui va gérer le comportement du boss et un petit côté un petit peu compte à rebours, le fait que le boss va monter en puissance ou que la menace, j'imagine dans d'autres scénarios, va monter en puissance, quitte à pouvoir éventuellement, si les voire traînent trop, mettre fin à la partie sans qu'il n'y ait aucun vainqueur. L'essentiel d'un tour, ça va être bien sûr le déplacement, où vous allez avoir ici votre pénitent, que vous pourrez déplacer jusqu'à 2 cases en suivant les petits chemins. Vous voyez qu'il y a des notions un peu de téléportation, là 2 cases peut aller à 10, 10 qui est ici, voilà. Donc en tout cas, je me déplace, je vais pouvoir ensuite éventuellement collecter, c'est-à-dire activer le petit bonus qui est ici. Alors ça va être du soin, ça va être se débarrasser de sa culpabilité, ça va être des petits bonus, mais parfois ça va orienter aussi votre façon de vous déplacer, y compris par rapport à tout ce qui est culpabilité, puisque ça va être, ça représente les malus, entre autres en cas de mort, et c'est des malus assez violents. Vous pourrez éventuellement trouver des prix Dieu. Alors c'est écrit comme ça, je viens de découvrir que c'était un terme qui s'utilise aussi dans d'autres langues, le prix Dieu. Et le preview, ça va être une carte en fait qui est tirée aléatoirement au début de la partie et qui donne des pouvoirs aussi spécifiques. Donc il peut être intéressant de se rendre sur un preview à certains moments si on n'a rien de mieux à faire, puisque ça saurait être plus intéressant que les petits bonus des régions. Si on veut être tranquille et qu'on veut faire les actions quand on est sur la case d'un monstre, il faudra effectuer un combat. Alors le combat, je vais pas dans le détail, mais il va évidemment requérir le fait que vous jetiez vos 3D potentiellement personnalisés. Chacun des monstres, je vous le montre ici, demande un certain nombre de résultats pour être vaincu. Celui-ci, par exemple, demande un 1, un 2 et un 3, en tout cas au moins 1, au moins 2, au moins 3 sur vos 3D. Et chacun des monstres en dessous aura aussi un prérequis par rapport à sa riposte, c'est-à-dire que si vous n'obtenez pas avec le même jet de dés le prérequis de riposte, et bien vous allez vous aussi prendre des dégâts, que le monstre soit vaincu ou pas. Si vous prenez votre dégâts, eh bien tout simplement, vous allez augmenter ici le compteur de blessures. Si vous arrivez tout en bas, vous êtes mort, vous revenez à 0. Le vrai problème de mourir, c'est de récupérer ces fameux jetons de culpabilité qui vont amoindrir toutes vos statistiques et tous vos jets jusqu'à ce que vous arriviez à vous en débarrasser. Et puis aussi, ça remet votre destin à 0. Ça, je vais venir dans un instant. S'il n'y a pas d'ennemis là où vous vous trouvez, vous allez pouvoir explorer la zone, la région où vous vous trouvez. Alors là, il y aura deux choix. Soit la région numéro 5 est doté d'un livret, c'est pas le cas ici, je sais pas si c'est parce que c'est un prototype ou si c'est parce que c'est lié au pèlerinage, au scénario en question. Donc dans ce cas-là, vous jetez 2 dés pour obtenir une valeur et vous allez chercher cette valeur dans le livret Custodia qui représente en fait les histoires assez génériques. Soit votre zone, si je suis en zone 2 par exemple, dispose d'un livret, dans ce cas-là c'est la même chose, vous jetez vos 2 dés, vous obtenez un résultat, vous allez chercher par contre dans le livret lié à la région, et ça permet d'avoir des histoires un petit peu plus personnalisées, et peut-être, ça j'en sais rien, liées au pèlerinage, liées au scénario en cours. L'intérêt de cette destinée qui est ici, c'est que vous allez rajouter votre valeur de destinée à vos jets de dés,
Et ce qui veut dire que vous aurez donc potentiellement des histoires à plus haute valeur, enfin vous aurez des plus gros résultats, donc des histoires plus intéressantes. Et ça va jusqu'au point où, si votre destinée est très très haute, c'est-à-dire si vous faites avec vos 2D plus le bonus ici un très très gros score, ça peut même propulser l'histoire, vous demander de piocher une carte scénario et puis précipiter le déroulement des événements ou bien vous propulser directement dans un affrontement contre le boss, en tout cas faire avancer les choses. Donc c'est intéressant de préserver cette destinée pour essayer d'avoir des histoires moins dangereuses qui apportent plus de bonus et peut-être même de gagner un avantage parfois très important dans la résolution de la quête principale qui reste encore une fois l'objectif pour gagner. Donc voilà, c'est aussi un moyen de pondérer, j'y reviendrai, les risques que vous allez prendre, puisqu'en cas de mort, la destinée revient à 0. Et bon, ça vous empêchera pas de gagner dans l'absolu, hein, mais il y a des moments où voilà, le fait de faire des petits jets sera vraiment significatif, à la fois dans les bonus, dans les dangers d'ailleurs que vous allez croiser, mais aussi dans l'accomplissement, dans le fait de battre cette grosse horreur là qui est très très dure à battre et très très longue à battre, et aussi très très risquée bien sûr. Une fois accompli votre action obligatoire, que ce soit un combat, une exploration ou autre chose, vous allez passer éventuellement à la phase de quête, c'est-à-dire que si vous êtes au bon endroit, vous pourrez progresser ou accomplir l'une des quêtes publiques du haut du plateau, ou bien une quête personnelle que vous auriez éventuellement récupérée avant. La plupart des quêtes que j'ai vues, les quêtes en tout cas secondaires, sont des variantes de fetching, c'est-à-dire qu'il va falloir collecter des jetons ou tuer certains ennemis de certaines manières. Ça va, quand c'est accompli, vous donner un pouvoir ou un bonus souvent passif et souvent permanent, en tout cas de ce que j'ai vu. Et dans mon scénario, accomplir un certain nombre de quêtes était indispensable pour atteindre le boss. C'était le seul moyen de pouvoir atteindre le boss et d'essayer de le vaincre. Et c'est au moment où vous allez affronter ce fameux boss, Nemesis, que vous allez vous retrouver dans l'arène qu'on a vu tout à l'heure, qui est assez bien fichu. Il y a un côté sur cette phase un petit peu tout ou rien que j'aime beaucoup et qui m'évoque un autre jeu, sauf que depuis que je bosse sur Blasphemous, je suis incapable de remettre le doigt sur le nom de ce jeu. Donc si ça vous évoque quelque chose, je veux bien un peu d'aide en commentaire. En gros, quand vous rentrez dans l'arène, vous en sortez victorieux ou les pieds devant. Le but dans mon pèlerinage, c'était de récupérer un certain nombre de cartes Nemesis qui symbolisaient en fait des victoires, des rounds de victoire contre le Nemesis. Donc disons par exemple qu'il faut le vaincre 3 fois, gagner 3 rounds. Sauf que évidemment, plus vous allez l'affronter, plus vous allez enchaîner les blessures et les malus, hein, vous êtes beaucoup sanctionné. Donc il est possible qu'au bout de la deuxième ou de la troisième bataille, deuxième ou troisième round, vous vous retrouviez éliminé. Dans ce cas-là, vous êtes reprojeté dans la carte du monde, mais vous gardez tout de même les victoires que vous avez accumulées. Donc s'il en fallait 3, si je perds au troisième combat, je garde mes 2 victoires, et puis je me dis, je reviendrai plus tard quand je serai prêt pour aller chercher la victoire qui me manque pour remporter la partie. Donc il y a un côté où quand vous allez rentrer dans l'arène, tous les joueurs autour de vous vont commencer à serrer les dents, en se disant, bon, si vous au bon, on a perdu, mais si vous y rentrez trop tôt, le boss va tellement vous amocher qu'après il va vous falloir plusieurs tours de perdu pour récupérer un peu de vos blessures, donc actuellement vous débarrasser de votre culpabilité, hein, ces jetons que vous récupérez entre autres quand vous êtes mort. Donc on est un petit peu sur un dilemme, sur un juste milieu à trouver. Si je rentre trop tôt dans l'arène pour affronter le boss, un petit peu comme une bravade, et puis pour faire peur aux adversaires, je peux me retrouver sanctionné parce que je vais tellement prendre cher qu'après pendant 5 tours je ne ferai plus rien et je laisserai l'espace à mes adversaires. À l'inverse, si je veux être trop près, je serai tout simplement coiffé au poteau, j'aurai plus le temps de faire ce que je veux faire parce que j'aurai un joueur avant moi qui lui se sera avancé et aura réussi à aller au bout. Alors autant ce sera une des idées peut-être les plus intéressantes qu'on va trouver dans ce Blasphemous, puisque ça fait le sel du jeu, autant dans l'exécution c'est certainement ce que j'aime le moins. Donc en gros l'idée c'est que voilà, vous allez vous placer sur l'arène, dans une zone de votre choix, vous allez tirer une carte que je vous montre ici, qui ressemble à ça avec beaucoup d'informations dessus, qui va vous dire où vous placez l'ennemi. Ensuite, vous aurez l'opportunité de vous replacer sur une case plus intéressante, moyennant des malus permanents à vos stats. Et puis de là, vous faites un test. Et puis le test est réussi ou est échoué. S'il est réussi, je garde la carte et puis donc je progresse vers la victoire. S'il est échoué, je retourne dans mes pénates là-bas en léchant mes plaies, comme on dit en anglais, en conservant mes blessures. Donc si j'y arrive, je peux en tirer une seconde. Je vois les paramètres de celle-ci. Alors, contre d'autres malus, je peux aussi en changer pour en prendre une qui m'est plus favorable. En gros, bon, c'est très, c'est très rigide. Ça m'évoque les pires moments de Netherfields. Je reviens à Netherfields, mais vous savez, les songes vraiment, la mise en place prenait plus de temps et bouffait tout le fun par rapport à la pratique. Là, c'est vraiment ça, en fait. On est vraiment sur du calculatoire de, si t'es là, t'as plus 1, moins 1, machin, puis tu jettes des dés. Et c'est un peu anticlimatique, alors que cette zone-là, c'est la zone la plus, thématiquement parlant, la plus flashy, vous voyez. Donc, moi, l'affrontement avec les boss, je les ai pas trouvés foufou.
Je trouve pas ça hyper lisible non plus, même si bon bah avec les règles ça va, et puis on aura sûrement des règles un petit peu plus développées quand le jeu sera sorti. Mais vraiment, ouais, anticlimatique à mort, très calculatoire. En fait, c'est fait pour vous épuiser. Voilà, vous arrivez avec vos belles stats, vous êtes bien content, vous avez des beaux dés tout neufs, bien renforcés, et puis ben, on te dit, voilà, maintenant tu vas en baver de sorte, en fait, à ce que récupérer les 3, 4, 5 cartes qui vous faillent pour remporter la partie en une seule visite dans l'arène soit impossible, que vous soyez quasiment obligé à un moment de mourir d'échouer, de retourner là-bas, et puis donc, je vous l'ai dit, de laisser une chance au combat, d'essayer. J'aurais préféré presque un truc plus Ameritrash, vous voyez, à cet endroit-là, parce que le décor s'y prête, et parce qu'il y a déjà pas mal de calculatoire là-dedans. Donc c'est pas rédhibitoire, hein, juste c'est pas fou, c'est très mathématique en fait, et c'est peut-être un petit peu dommage. Alors avant d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, même si je vous rappelle qu'on est sur une preview, que j'ai pas beaucoup de recul sur le jeu, qu'est-ce qui saute tout de suite aux yeux? Quelles sont les sensations qu'on a une fois qu'on a joué? La première chose vraiment qui saute à la figure, c'est qu'on est sur un monde qui est très très vivant. Même si le monde du jeu est assez schématique, c'est du macro, c'est du vu du dessus, on a grâce au système de procession une génération de monstres qui est aléatoire, on a une génération de loot qui est semi-aléatoire puisque chaque monstre a son propre loot, mais va aussi vous donner une carte vestige que vous allez tirer au hasard au début du jeu et au fil du jeu. Et on va ajouter à ça le système de furie, c'est-à-dire que chaque monstre va réagir à certains triggers, ça va faire monter une petite jauge, et donc au fil des parties, au fil des tours, vous aurez des monstres qui seront plus ou moins forts, qui vont déclencher éventuellement des effets spéciaux, qui vont rappeler d'autres monstres. Et ça va faire varier vos possibilités, mais aussi vos priorités en permanence. Il y aura toujours une notion d'adaptation. On n'est pas du tout sur un jeu très fixe, comme par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, Requiem, dans lequel les ennemis sont vraiment des obstacles, un petit peu des poteaux posés là, un petit peu comme aussi dans Cyberpunk 2077. Là, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvements forcément, la dangerosité des zones, l'attrait des zones, dépendant aussi, entre autres, des monstres et des quêtes qui vont sortir, va beaucoup changer. Il y a aussi, ça marque tout de suite, les petites histoires. Alors, il y en a maintenant dans tous les jeux narratifs des petites histoires à choix, mais là, c'est renforcé, pimenté par votre score de destinée qui, en fait, va faire que vous aurez, selon votre comportement, selon votre aventure, selon votre succès, des histoires et des opportunités plus ou moins intéressantes. Donc, ça donne un tout petit côté progression au personnage, alors qu'on n'est pas sur un jeu à campagne, hein, où ça va être très très court terme, et aussi une notion un petit peu de risk-reward, puisque cette destinée, donc ce qui vous permet d'avoir des histoires plus intéressantes parce que vous construisez un petit peu votre légende, vous allez la perdre complètement si vous mourrez. Donc parfois vous aurez peut-être pas envie de prendre le risque de faire le combat de trop, ou le combat d'ailleurs de Némésis de trop, on en parlait tout à l'heure, si c'est pour perdre toute votre destinée, et donc vous vous retrouvez avec des histoires lambda ou beaucoup moins intéressantes, beaucoup plus dangereuses, à chaque fois que vous faites une exploration. Il y a aussi quelques bricoles que j'aime beaucoup, même si je les ai pas nécessairement détaillées dans mes règles du jeu. On peut demander de l'aide pour des combats à des camarades qui seraient dans des zones adjacentes, et s'ils refusent, ils prennent de la culpabilité. Donc c'est assez marrant parce qu'on retrouve un concept qui avait un petit peu dans le Moonraker de la vie Studios et qu'on ne voit pas forcément souvent. Ceci étant, c'est une des rares façons d'interagir avec les autres joueurs. C'est pas un jeu très 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 interactif, donc bon, ça reste plutôt pas mal. Et à les quêtes, moi j'ai beaucoup aimé l'intégration des quêtes. Tout est bien pensé avec le petit compteur en haut du plateau, avec les petits jetons que vous allez placer. Les quêtes sont pas forcément incroyablement variées, mais elles sont toujours illustrées thématiquement. Et puis, mais ça c'est vraiment le selling point du jeu. Vous avez la customisation des dés qui est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Ce sera un défi en termes de prod, en termes de qualité, de durabilité aussi, je pense, des dés. Mais bon, on sait jamais, il n'y a jamais une phase qui est forcément évidente à virer pour en mettre une nouvelle. On peut choisir de faire des dés qui, par exemple, ne comportent que des boucliers. Si on voit un dé très défense, on peut essayer d'avoir un petit peu de tout. Il y a beaucoup d'icônes et de chiffres sur les phases des dés. Vous pouvez pas tout avoir, vous pouvez pas être bon partout. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Il y a eu une grande époque du backbuilding qui peut-être s'éteint un petit peu maintenant. Là, on est sur du dice building. J'aime bien, c'est intéressant, mais c'est pas fondamentalement non plus différent d'un deck building classique en fait ou d'un backbuilding. C'est juste la forme qui change. Et peut-être que vous voulez un petit peu plus là avec les stats hein, sur la chance sur 6 d'avoir chacune des faces. Quand j'ai préparé cette review, et je sais que je fais de plus en plus peut-être trop, j'avais envie de comparer Blasphemous à peu près tous les jeux de ma ludothèque, en tout cas à beaucoup de jeux. Voilà, c'est quelque chose que je fais, hein. Souvent je vais comparer les jeux que je teste à des jeux que je possède ou auxquels j'ai joué. Ça me permet de le situer quelque part en termes de difficulté, en termes d'enjeu, sans dire qu'il y a de la copie ou que c'est la même chose.
Et là, il y a beaucoup de jeux qui me passaient par la tête, de Above and Below, en passant par Dead Cells, en passant par Darkest Dungeon, en passant par aussi beaucoup de jeux de Ludus Magnus. Il y a beaucoup d'influences un petit peu partout. J'en ai gardé deux comparaisons qui vont, je l'espère, vous permettre de comprendre un petit peu le feeling qu'on peut avoir avec ce jeu et ce qu'on peut en attendre. Vous l'avez sans doute compris maintenant, l'objectif, en tout cas la philosophie de ce Blasphemous board game est relativement éloigné, sensiblement éloigné en tout cas, de ce que propose le jeu vidéo, puisque là, votre fil rouge, ça va être quasi exclusivement de monter en puissance, de vous renforcer, de vous spécialiser par des quêtes, par de l'exploration, par plein d'autres choses, afin d'être prêt à soit affronter un Némésis, soit éventuellement, je ne sais pas, peut-être accomplir un grand objectif. Et à ce titre-là, on est vraiment sur un jeu qu'on appellerait un jeu course contre la montre, puisqu'il faut être le premier à remporter cet objectif, à battre ce boss, il faut le faire avant les autres, mais il faut aussi pas se lancer trop tôt, on l'a vu, on risque d'être puni et de perdre beaucoup de temps. Et à ce compte-là, moi, il m'évoque un jeu comme The Witcher Old World, de Go On Board, qui remonte maintenant à quelques années, qui lui aussi était adapté d'un jeu vidéo, donc The Witcher, qui lui aussi proposait un concept similaire, et qui lui aussi, on verra ce que ça donne pour Blasphemous, avait eu un gigantesque succès critique comme commercial au moment de son lancement il y a quelques années. Maintenant, si on part du postulat que ce Blasphemous est une sorte de nouvelle Old World, sans dire qu'ils se valent forcément, ils ont aussi leur sensibilité, mais dans le concept, dans le déroulé, dans la philosophie, alors mon argument, c'est que Blasphemous est meilleur qu'Old World, est une version 2.0, une version améliorée, parce que Blasphemous va se débarrasser de tous les problèmes de développement qui, à mon sens, était rédhibitoire dans Old World et qui le rendait peut-être pas injouable, mais à certains égards assez pénible ou en tout cas sous-optimal. D'abord, il règle le problème des parties interminables, qui est vraiment le gros reproche qu'on fait à Old World. Même ceux qui l'aiment d'ailleurs vont reprocher des parties qui peuvent durer 3, 4, 5 heures qui n'en terminent pas. Ici, on a un Némésis, en tout cas dans mon scénario, qui va monter en puissance, qui va être de plus en plus retors, qui même va pouvoir mettre fin à la partie si vous traînez trop, si vous attendez trop, il est trop fort, vous pouvez plus le battre et tout le monde a perdu. Et ça s'accompagne d'un monde beaucoup plus vivant que dans Old World, où on était vraiment dans une espèce de musée, en fait, de monde un peu mort, dans lequel on ouvrait des portes pour tenter de faire des trucs, parce que vous avez ce système de procession, vous avez des monstres qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont plus forts, moins forts. Tout ça donc donne, je l'ai dit, une sensation de vie, et puis vraiment une fin. Il faut y aller à un moment. C'est pas comme surtout à un joueur, dans Witcher World, vous pouviez, avec les règles de base, passer 2 jours de gameplay, 24 heures totales de jeu, à juste monter en puissance pour être au maximum, au plus fort pour aller affronter un boss. Ici, c'est hors de question. Ici, il y a une contrainte de temps, il y a une menace, et donc il faut aller au bout avant. Ensuite, c'est un jeu qui va être beaucoup moins hasardeux, puisque déjà les combats, quand vous faites un combat, vous savez à peu près à quoi vous attendre, vous savez ce que l'ennemi attend en termes de résultats de jet de dés pour être vaincu, ça vous permet de vous préparer en conséquence. Et puis ce choix des ennemis, il va dépendre à la fois des récompenses qu'ils vont donner, donc les récompenses systématiques fixes qui sont sur la carte de l'ennemi, ou bien les cartes vestiges qui vont être en dessous parce que vous avez besoin de vous améliorer sur tel ou tel aspect. On a donc tout ce mood tournant qui va changer vos priorités et vous permettre parfois de saisir une opportunité, accompagné des quêtes publiques comme perso, qui elles aussi vont changer, tourner, être prises au hasard, être indépendantes du pèlerinage que vous allez faire. Donc tout ça fait que on n'est pas, encore une fois, tous à chasser le même monstre parce que c'est celui qui rapporte des points, ou qui est le plus facile, ou qui est le plus abordable. Il y a vraiment une multitude, une diversité en fait d'objectifs qui vont naître, qui vont comme ça essaimer pendant une partie, et vous vous retrouvez pas tous à chasser la même bestiole parce qu'elle paraît la plus intéressante ou c'est la seule qui peut vous faire gagner. La seule grosse bestiole que vous chasserez, ce sera le Némésis, mais pour arriver à ce Némésis et pour être prêt contre lui, il y aura énormément de façons de faire, et même en refaisant le même scénario, vu le nombre de paramètres aléatoires que je viens d'évoquer, vous n'aurez pas forcément la même méthode que la fois d'avant ou la même méthode que vos adversaires. Alors malgré tout n'est pas vert non plus, et on peut trouver quelques petits défauts à Blasphemous par rapport à Old World. Je noterai par exemple les petites histoires, les histoires à choix que vous retrouvez dans tous ces petits livrets là, et qui vont mettre à profit vos stats éventuellement. Je trouve qu'elles sont trop souvent, voire quasiment tout le temps, vraiment téléphonées. Ça va être du est-ce que vous sautez ou est-ce que vous regardez? T'as choisi saut, ce sera l'agilité. Mais il y a un monsieur qui s'approche, est-ce que vous l'attaquez, est-ce que vous lui parlez? Il n'y a pas cette espèce de petit effet de narration, d'effet de surprise. L'histoire, de manière détournée, va vous dire est-ce que vous voulez utiliser telle stat ou telle stat. Voilà. Dernière chose, si je devais comparer les deux cartes, la carte du monde de World est beaucoup plus jolie, et je trouve que les chemins dans Custodia, sur la map de Custodia, sont assez peu lisibles. Après bon, à force de jouer au jeu, on finit par connaître. Mais au début, si on vous dit tu dois aller de la région 3 à la région 21,
bah, bon courage pour trouver la 21. Tu vas peut-être chercher, suivre les traits, et c'est pas toujours évident au début. On a pu bloquer parfois presque une minute à chercher une région, alors que normalement c'est à peu près logique. Voilà, c'est pas hyper clair, ça saute pas hyper aux yeux, c'est pas un problème très très grave, mais c'est là, je trouve que le plateau est pas forcément excessivement lisible dans son cheminement et dans le numéro de ces régions. Maintenant, je vais vous emmener au terrain un petit peu plus connu, en tout cas si vous êtes un fan de Ludus Magnus, et vous parler des nombreuses similitudes qu'on va retrouver avec d'autres jeux, donc de l'italien. La plupart des similitudes que j'ai trouvées, c'était avec Nova Aetas Renaissance, qui, souvenez-vous, était mon jeu de l'année. Ça remonte maintenant à plus d'1 an, mais qui est un jeu que j'aime encore de tout mon cœur. On a le bréviaire. Alors le bréviaire, c'est pas ce que je préfère, hein, c'est le fait d'avoir découpé le livret de règles en un grand catalogue et un petit machin. Le fait de jongler, je vous l'ai dit, j'aime pas ça, mais en tout cas, ce concept a été gardé. On a la draft des ennemis, avec cette notion de procession, là, vous allez tirer des cartes et puis générer des ennemis à certains moments. On va retrouver aussi le deck de scénario, avec les cartes de setup et les cartes d'événements, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc ça, c'est un format que je trouve assez pratique, qui est pas exclusif aux jeux Ludus Magnus, mais qui fonctionne bien. Et puis, le fait d'avoir plusieurs formes pour chaque pénitent, ce qui était un gros point, je trouve, hein, dans Nova Aetas, de pouvoir évoluer de différentes manières. Bah là, vous aurez plusieurs versions de votre pénitent, vous pourrez adapter à certains, certains sacrifices, certaines actions, pour être au plus près de l'action, pour être le plus efficace dans ce que vous voulez faire. Et si on veut vraiment rester dans le cosmétique, on a aussi les grandes cartes ennemies, bien lisibles, bien expliquées, qui était une des forces de Nova Aetas et qu'on retrouve ici. Mais c'est pas tout, on va aussi retrouver d'autres bons points, ou en tout cas bonnes idées qu'avait implémenté Ludus Magnus dans d'anciens jeux. On a la notion de douleur, c'est-à-dire que si vous faites trop de ratés avec vos dés, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus, un compteur de ratés en fait. Et ça marche bien pour équilibrer à peu de frais, on va dire, un jeu qui repose quand même pas mal sur les lancers de dés, que ce soit vos dés custom, mais les dés numérotés pour les scénarios. On retrouve le petit côté Blood avec les réactions ennemies. Alors, je dirais quand même que Blasphemous est moins complexe à appréhender qu'un Blood, ou Blood quand même, comme c'est des réactions en temps réel, il faut avoir une bonne connaissance de tout son environnement, savoir où regarder pour établir une stratégie à plusieurs tours. Là, c'est quand même moins contraignant. Malgré tout, vous avez donc cette notion de furie qui fait que si vous picotez trop un monstre, si vous faites trop d'actions, si vous ratez trop de choses, le monstre va s'énerver, va être plus fort, va appeler des copains. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on est sur cette idée de monde vivant qui était vraiment le propre de Blood, hein, en tant que boss battler. C'était un des boss battlers les plus vivants et les plus dynamiques que j'ai pu tester à ce jour. Donc tout ça pour dire, et ça fait beaucoup de dons que je m'en rends compte maintenant, tout ça pour dire que, à mon sens, Blasphemous, sans être une copie de quoi que ce soit, est un petit peu le condensé du meilleur de ce qu'a pu faire Ludus Magnus ces derniers temps. Je vous l'ai dit, je le dis souvent, je suis un grand fan de Ludus Magnus, mais je suis un fan un petit peu tardif de Ludus Magnus. Moi, c'est Nova Aetas qui vraiment m'a mis dedans, et pour avoir regardé ce qu'ils ont fait avant, et pour avoir testé la plupart de ce qu'ils ont fait après, moi je suis un grand amateur, et j'attends avec énormément d'impatience tout ce qui s'est fait après Nova Aetas. Je pense à Requiem et Blood, que j'ai testé l'année dernière, et pour lesquels je suis hypé de fou. Je trouve que donc ce Blasphemous va aller chercher les meilleures idées de tous ces jeux-là, de toutes ces créations-là, sans aller les copier, sans en faire du copier-coller, en proposant quand même quelque chose d'original, dans le thème bien sûr, mais même dans le feeling du jeu, dans le développement, dans le gameplay. On n'est pas du tout sur de la copie, simplement ils savent, je pense, parce qu'ils ont un pool d'auteurs qui est assez restreint, d'auteurs et d'artistes assez restreint, ils savent quand même garder leurs pattes. Ils ont toujours leur signature dans leur façon de proposer les règles, de proposer les dilemmes, les difficultés, et à mon sens ça marche très très bien, et on retrouve là, en fait, on sait que c'est un jeu de Ludus Magnus, on sait que ça va fonctionner, tout simplement. On peut reprocher plein de choses à Ludus Magnus, mais pas que ces jeux sont cassés. Malgré tout, évidemment, on peut aussi, même si je l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est à force d'y réfléchir que j'ai eu cette idée-là, on pourrait finir par trouver un syndrome Ubisoft, vous voyez, c'est-à-dire une espèce de déclinaison, surtout parce qu'on en a beaucoup et que le jeu suivant va casser la hype du précédent, d'avoir comme ça ces décalques, ces RPG qui sortent tous les 6 mois, où tous les 6 mois on vous dit c'est exceptionnel, c'est génial, c'est trop bien, sauf que vous ne recevez jamais un, en fait, vous les baquez potentiellement dos à dos tous les 6 mois, et puis vous n'avez encore rien reçu, donc à un moment forcément l'excitation se fatigue, donc il pourrait y avoir ce côté Ubisoft dans le sens où, voilà, c'est un nouveau bon jeu, clairement, plus ou moins bon que Requiem ou Blood, j'en sais rien en fait, ça dépend de votre sensibilité, mais qui reste un décalque, qui reste encore une fois un RPG,
avec son gimmick à lui, c'est comme si je vous disais, Assassin's Creed et Far Cry, ce sont deux jeux qui plaisent à beaucoup de monde, mais ça reste jamais rien d'autre que des jeux à monde ouvert avec énormément de quêtes assez génériques, et puis une notion de prendre des points, de capturer des points, de découvrir du territoire. Vous voyez, si vous enlevez la surcouche, c'est jamais qu'à peu près la même chose avec 2-3 gimmicks. Et on pourrait peut-être un jour finir par reprocher ça à Ludus Magnus, peut-être parce qu'il y a trop de jeux qui sortent et qui s'auto-cassent leur hype, je ne sais pas. Puisque même moi qui ai la chance de tester ces prototypes, d'avoir la main dessus, à moi je me dis bon, est-ce que ça fait pas trop en fait? Est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que si je reçois les trois en même temps, je vais réussir à leur accorder assez de temps, à en profiter assez? Est-ce que certaines idées auraient pas pu être combinées dans le même jeu? Est-ce qu'on avait plein de jeux différents? Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être attention, et c'est eux qui disent ça pas avant, peut-être à cette usure, parce que tout ce qui sort, je vous l'ai dit, tout ce qui est sorti cette dernière année là, ces 2 dernières années, me hype excessivement, mais on n'a rien, et soit on recevra tout d'un coup et ça fera trop, soit juste on va s'épuiser de voir des trucs qui ont l'air bien, mais il faudrait déjà recevoir un ou deux. En fait, c'est la fatigue du Kickstarter qu'on ressent tous, en tout cas tous les vétérans comme moi, aujourd'hui. Si j'avais 30 minutes de plus, et je sais, ne vous en faites pas, je sais que vous ne l'avez pas, je vous ferai un petit lagus sur qu'est-ce qui fait une bonne adaptation de licence. J'ai fait un sondage à ce sujet sur la chaîne il y a pas longtemps, et on va en reparler de toute façon très bientôt. Est-ce qu'une bonne adaptation de licence, c'est forcément avant tout appeler aux fans et parler aux fans? Dans ce cas-là, je pense que ce Blasphemous a plutôt réussi. On l'a vu en termes de DA, de matériel, le respect est absolu. On n'a pas évidemment cette difficulté mécanique qu'on retrouve dans le jeu, dans la précision des sauts, vous voyez, dans les patterns à apprendre. Il ne reste pas moins que ce Blasphemous jeu de plateau est excessivement punitif. Ça fait même partie, si vous voulez, un petit peu des ficelles du jeu. C'est-à-dire que si vous faites trop le fou, vous allez vous retrouver sanctionné et vraiment avec beaucoup de malus, beaucoup de choses dont vous allez mettre du temps à vous remettre. Et à côté de ça, ça va ouvrir une porte à vos adversaires pour vous rattraper, voire vous doubler, voire vous remporter la partie. Donc, sur ce domaine-là, on est quand même assez proche du jeu vidéo. Et si une bonne adaptation de licence, ça doit avant tout être un bon jeu de plateau sur lequel après on met un petit plus qui est une licence, je pense que ça marche aussi, tout simplement parce que ce Blasphemous est un bon jeu. Je vous l'ai dit, il garde toutes les bonnes idées d'autres titres Ludus Magnus, mais pas que. Il ne compte pas que sur la licence pour vendre, il va aller chercher un petit peu sa propre vision du jeu course contre la montre, du jeu old world, du jeu chasse aux monstres, et en apportant aussi une notion scénarisée qui lui est propre, qui est le savoir-faire de l'italien. Donc pour moi, c'est un bon jeu aussi. L'avantage qu'il a peut-être, c'est qu'avec son système un petit peu de compte à rebours, avec ce boss Nemesis, cette menace qui prend de la puissance, qui peut mettre fin au jeu, on se retrouve avec un titre qui est jouable en solo, sans même, je pense, trop de modifications. J'ai rien dans mon livret qui en parle, mais à mon sens, en fait, il n'y a même pas besoin d'adversaires humain ou même d'adversaire IA, puisqu'il y a peu d'interaction entre les joueurs, pour jouer en solo. Il suffit donc de cette menace planante qu'on retrouvait aussi par exemple dans Sea of Legends, de l'IA qui peut remporter la partie, de l'ennemi du Nemesis qui peut remporter la partie, et donc à mon sens on peut moduler de 1 à 4 joueurs sans trop de modifications, ce qui est plutôt bien, puisque pour une fois les joueurs solo auront à peu près la même expérience que les joueurs multi, et c'est toujours un plus, sachant que dans les jeux compétitifs c'est pas toujours évident à mettre en place. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce Blasphemous The Board Game, que j'aime beaucoup, mais en même temps c'est à prendre avec des pincettes, puisque avec tous ces prototypes que je reçois, moi je ne vois toujours que la surface, on montre un scénario qui est bien poli, je ne sais pas ce que donneront les autres, je ne sais pas à quel point il sera rejouable, à quel point dans le temps il va pouvoir durer. En tout cas, ce que j'ai vu me plaît évidemment. D'ailleurs, je pense que la licence n'y est pas pour rien, et je pense qu'elle n'est pas pour rien au fait que le jeu soit déjà financé. Donc à ce niveau-là, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce jeu, c'est de financer le plus largement possible pour proposer le plus grand éventail possible de scénarios et de contenu. Il a un rythme particulier, il est assez punitif, mais dans un contexte compétitif, ça lui donne vraiment du piquant. J'ajoute, parce que c'est pas inintéressant et c'est devenu très très rare, qu'il existe un mode TTS, Tabletop Simulator, pour Blasphemous, si vous souhaitez l'essayer. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, je pense que ça se trouve tout simplement sur Steam. Je pense qu'ils l'ont rendu public. C'est peut-être même sur la page de campagne, j'ai pas regardé. On va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre adaptation de jeu vidéo, mais vue sous un autre angle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt. Salut!